Let's start. Comment l'information circule dans notre cerveau. Et c'est bien de le capter pour mettre en lumière un peu tout ce qu'on vient de se dire finalement. Il y a le stimulus, ça commence par le stimulus, et en fait c'est représenté, enfin le stimulus c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que l'information arrive dans notre cerveau? C'est nos 5 sens. Ok. Et à partir de là, moi je pose une question, ça vient d'où cette histoire de sens? Bah ouais, voilà, on a dit tiens, t'as 5 sens, je suis content, mais pourquoi pas 4 et pourquoi pas 8, c'est quoi ça? Ça vient d'où? On s'est jamais posé la question, hein, c'est vrai. On n'en a pas fait, vous n'étiez pas là en CE2, parce qu'on l'a vu en CE2 ça. Si, ça je m'en souviens bien, on l'a vu, il y en a 5, c'est comme ça, voilà. Et en fait, il y a 2500 ans à peu près, Aristote, je vous passe les détails, il a dit on a 5 sens. Voilà. Parce qu'il a mis l'importance sur la vue, l'auditif, le kinesthésique, et ainsi de suite. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le développement personnel connaissent l'acronyme VACOG par cœur, parce que c'est ce qui permet de préciser les choses, l'environnement et les sensations liées à un état positif, un état désiré positif, et du coup, ça va engager notre cerveau à le réaliser. D'accord? Il y a longtemps que je n'ai pas fait de parenthèse, je vais faire une petite parenthèse. Est-ce que vous connaissez la méthode Suzuki? Ça vous parle? Alors, c'est ouais. Ah, j'ai pas dit la marque, mais la méthode Suzuki. La méthode Suzuki, c'est en fait une technique d'apprentissage du violon. D'accord? Et ça a fait des émules après, derrière, sur d'autres types d'écoles, notamment le tennis et d'autres, j'en passe. Mais en tout cas, les deux connus, c'est l'école Suzuki au Japon et l'école de tennis Sparte en Russie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on arrive dans cette école-là, on va rester sur le violon, lorsqu'on arrive dans cette école pour apprendre le violon, la première année, eh ben, on ne touche pas de violon. La première année, qu'est-ce qu'on fait? On imagine qu'on fait du violon comme un dieu. On voit quelqu'un qui joue comme un dieu et on fait du air violon. Ok? Pendant longtemps. Je dis 1 an, je ne connais pas le programme par cœur, mais c'est entre 6 mois et 1 an. Ok? Et qu'est-ce qu'on fait en fait? On stimule notre cerveau à apprécier ce moment-là. Donc on va travailler sur le ressenti, sur le visuel, sur l'auditif, sur le kinesthésique, avec une bonne couche d'émotion. Vous vous rappelez ce petit, ah bah je l'ai effacé, le petit schéma où il y avait tous les... Et une fois qu'on a fait ça, que la personne elle est prête, eh ben on va lui mettre du savoir et de la technique. D'accord? Et c'est comme ça qu'on prend plaisir à apprendre. Et qu'on est performant au final. D'accord? Le plaisir arrive en premier. Pardon? La notion de plaisir arrive en premier avant la notion de technique. Et c'est ça. Il faut prendre du plaisir lorsqu'on est dans... Enfin voilà, j'espère que là vous prenez du plaisir parce que c'est ce qui va faire que ça va rentrer. Si vous ne prenez pas de plaisir, ça ne rentrera pas. Voilà. Pour moi, la performance, c'est l'association de l'apprentissage et du plaisir. Et s'il y a les deux, on est performant. C'est pour moi comme ça que je le vois. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre une histoire vraie et une histoire bien racontée. D'où les PNListes, les hypnothérapeutes et tutti quanti finalement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent dans un champ, dans un environnement qui est bien structuré, visuellement, auditivement, kinesthésiquement, alors olfactivement et gustativement si possible. D'ailleurs, le nerf olfactif est le plus près du cerveau. Et il y a des thérapies d'ailleurs au niveau auditif qui sont très puissantes. Je passe. Et une fois qu'on a bien raconté cette histoire, eh ben, notre cerveau, vu que c'est une feignasse, le jour où la situation va se produire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire « Ah mais je connais ça, je l'ai déjà fait, et ben je vais le faire ». Et la stratégie qu'il va prendre,
bah, c'est celle qui aura été vue en thérapie avec l'hypnothérapeute, le MDR, le coach et tout ce que vous voulez, quoi. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, on crée, on court-circuite. Enfin non, on connaît la mécanique, on connaît la notice, donc ben, on l'exploite pour bien s'en servir. En regardant un match de foot, on apprend à jouer. C'est ça? Oui, ouais. Et il y a des études qui ont été, je vous en ai deux parce qu'elles sont assez représentatives. Il y a une étude, on prend un panel de 100 personnes, on va leur faire des tests à l'effort physique pendant un mois. Et le concept, il est simple, c'est il y a un mur là, et là il y a un ressort. Et pendant un mois, ils vont pousser le ressort. Donc avant de commencer l'exercice, on prend les indices de masse musculaire et masse corporelle. Comme ça donne la référence de départ. Pendant un mois, ils vont physiquement pousser le ressort. Et un mois plus tard, ils vont augmenter de 35% leur masse corporelle, enfin leur masse musculaire, sur les muscles sollicités. Normal. Ok. On prend 100 autres personnes, on va dans la même pièce, on prend leur indice de masse musculaire au début, et on leur dit pendant un mois, vous allez imaginer que vous poussez le ressort. Alors imaginez, on donne le mode opératoire. On va faire travailler plusieurs parties du cerveau. Déjà, l'imagination va faire travailler le cerveau droit. Après, de rentrer dans la méthodologie, ça va faire travailler le cerveau gauche. Le fait d'avoir une notion de mise en mouvement va faire travailler le cervelet. Et le fait d'avoir une sensation associée va faire travailler le limbique, l'émotion. Et lorsqu'on arrive à faire travailler cerveau gauche, cerveau droit, limbique et cervelet, notre cerveau croit qu'il le fait. D'accord? Et au bout d'un mois, la personne prend 25% de masse musculaire en plus, sans toucher le ressort. Ça marche, grosse feignasse, mais Alors ça, au moment de Noël, ça serait bien. c'est balèze, hein? C'est balèze. Mais faites l'exemple, vous prenez. Visualisation aussi. C'est de la visu, ouais. C'est de la visu. C'est comme ça que la Patrouille de France fait. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la musique. C'est leur petite. Ils ont une sorte de ce qu'ils appellent ça de la musique, c'est-à-dire que le leader, ils sont tous sur des chaises là, au sol, et le leader qui dit top gauche, top droit, et on les voit tous, ils sont tous en train de faire comme ça, et en fait ils se transforment en automates, d'accord? Ce qui fait que au moment où ils sont dans l'avion à 300 km/h, à 1 mètre l'un de l'autre, ben, c'est pareil, ils reproduisent, d'accord? Notre cerveau ne fait pas la différence entre une histoire vraie et une histoire bien racontée. Donc, en matière de stratégie, si vous focalisez sur des choses orientées, donc ce qu'on appelle en accompagnement l'état désiré, donc dans la réussite, et en y mettant, même si c'est pas ce qui va se passer finalement, si par exemple vous visualisez, je sais pas moi, une relation avec une personne, et cette personne, dans votre visualisation, elle a une chemise bleue, d'accord? Et que le jour J, vous avez une personne qui est en t-shirt. Finalement, notre cerveau, il s'en fout. Parce que c'est ce qu'il va ressentir qui va faire qu'il va employer la stratégie qu'il a déjà vécue. Voilà, ça c'est, je pense, important. Je reviens sur mes sens. Vous me suivez? Quand vous en avez marre, vous me le dites, hein, et je le prendrai pas mal, en plus. L'essence, ça vient d'où? D'Aristote, 2500 ans, c'est très bien, mais c'est quand même bizarre. Ça fait 2500 ans qu'on n'a pas fait une V2, quoi. Non mais c'est vrai, on fait des V2 de tout, hein, on a l'iPhone 11 et plein de choses, et là, 2500 ans, c'est les 5 sens. Et bien, figurez-vous qu'il y a eu plusieurs versions d'essence, et aujourd'hui, il est scientifiquement reconnu que nous avons 9 sens qui viennent compléter la fameuse liste des 5 sens. Et à l'instant, non, ça vient compléter, c'est-à-dire qu'en tout, ça fait 9. Mais il y a des chercheurs un peu foufous qui sont en train de tester et de faire approuver 21 sens. Oh putain. Eh oui, ça évolue même là au niveau de notre connaissance. Ben, ça c'est normal quelque part. On ne peut pas rester comme l'éducation nationale, ne pas évoluer, c'est pas possible. Il y en a certains qu'on connaît bien, mais qu'on ne pense pas, le sens de l'équilibre. La proprioception. Ça sent bien. Ou l'équilibriception. Attends, je confonds l'équilibriception. Et après, la proprioception, c'est le fait de se tenir droit. Voilà. Bon,
Bon, après, c'est des noms un peu à la con, je dis à quoi ça sert. Mais si, c'est intéressant. Bon, 5 sens. Tout ça va rentrer dans notre cerveau, et là, alors ce que je vous montre là, c'est de la mécanique universelle. Tout le monde est équipé de ça. Après, ce qu'on y met dedans, c'est chacun qui se fait son monde. Mais en tout cas, la mécanique, c'est toujours la même. Et donc, on va récupérer l'information, soit de façon inconsciente, soit de façon consciente. Et qu'est-ce qui va se passer? Premier filtre, le filtre de la sélection pour les pénalistes. Ça te parle? Ouais. Donc, ça, c'est un outil de PNL. Hein. Premier filtre, le filtre de la sélection. Si je vous demande de fermer les yeux pour voir. Voilà. Et de visualiser orange. Vous pouvez rouvrir les yeux. Qu'est-ce que vous avez vu? T'as vu quoi, toi? Le fruit? Ou la couleur, hein, d'accord. T'as vu quoi, toi? Moi, j'ai vu des arènes. T'as vu les arêtes d'orange? Ouais. Toi, t'as vu quoi? La peau d'orange. La peau d'orange, toi, t'as vu quoi? La couleur, et toi? La boutique, parce que j'y étais il y a pas longtemps. Vous avez vu? Avec un mot, on peut imaginer plein de choses. D'accord? On va sélectionner dans notre base de données. Alors ça peut être le système rectifié activateur parce que tu as peut-être aimé ton truc à ton moment où tu as vu les arènes à Orange. Peut-être parce que toi, de ton côté, t'habites à côté, peut-être que tu habites à côté ou que tu as eu des problèmes ou que tu as dû aller jeter un truc là-bas et que hop, c'est ce qui t'est venu en premier, peu importe. Mais en tout cas, on va sélectionner l'information. Et c'est intéressant parce qu'en sélectionnant l'information, qu'est-ce qu'on fait en parallèle? On omet le reste. D'accord? Et là, on commence à rentrer dans une notion qu'on appelle la vision du monde. Ce qui est logique pour Stéphanie ne l'est pas pour Nadia. D'accord? Et c'est ce qui crée des problèmes de communication. Ok? Et là, on rentre dans d'autres, enfin voilà, ça peut aller plus loin. Mais ça commence parce qu'on n'a pas perçu, on n'a pas la même perception du monde. D'accord? Et il faut être ok avec ça. Parce que si on n'est pas ok avec ça, on est foutu, quoi. D'accord? Donc, moi je dis toujours qu'il n'y a pas de notion. Il n'y a pas de notion de tort ou raison. Déjà, ça permet d'éliminer plein de problèmes, ça. Il a tort, j'ai raison, j'ai tort, il a raison. C'est un combat stérile. C'est un combat d'ego. Voilà, une coucougnette, comme je dis ça. Ça sert à rien. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est sortir de ce schéma tort ou raison et plutôt discuter utile ou inutile. Et ça permet de prendre de la hauteur et de la grandeur sur la situation. Voilà. Qu'est-ce qui nous est utile, qu'est-ce qui nous est inutile. Et avec ça, avec cette différence-là, on pourra converger sur quelque chose de plus grand. Premier filtre. Deuxième filtre, la distorsion. Ah, la distorsion. Alors la distorsion, c'est le terme de pénaliste. C'est connoté un petit peu négativement. En fait, on peut le dire autrement, c'est l'association. D'accord? Et en fait, c'est le vecteur de créativité de notre cerveau. C'est grâce à ce filtre de la distorsion qu'on peut créer des choses. On n'aurait pas ça, on serait bien chié, en fait. Et là, c'est open bar. Ce stylo, c'est un stylo, mais ça peut être quoi d'autre? Un vernis. Un vernis, très bien. Une règle. Une baguette. Un pied de table. Maquillage. Un maquillage. Du rhum. Un grattoir. Un projectile. Ça peut être n'importe quoi, d'accord? La valise, des roues, la valise à roulettes. Voilà, des trucs. C'est comme ça qu'on crée les choses finalement, d'accord? Et c'est grâce à ce filtre de la distorsion ou de l'association. On va associer des idées et ça va faire de la création. Et enfin, la généralisation, c'est lui le vecteur de l'apprentissage. D'accord? Si je demande à Nadia de me dire ce que c'est que ça. Une poignée de porte. Une poignée de porte. Bravo Nadia. Mais est-ce que pour autant, Nadia a appris, dans le fameux manuel des poignées de porte, toutes les poignées de porte? Non. Ah non, non, je confirme. Non, elle a reconnu une porte. Alors, elle n'a pas non plus appris tous des manuels de porte, mais elle a reconnu la porte. Elle s'est dit, tiens, il y a un truc bizarre, différent, et puis il faut bien passer. Donc tiens, j'associe ça, j'associe. Et après, du coup, tout ce qui se situe là, à cet endroit-là,
bah c'est une poignée. Voilà. Et c'est acquis, c'est admis. On généralise. J'ai pas besoin d'apprendre tous les modèles de poignée de porte pour savoir que c'est une poignée de porte. Alors c'est super, on gagne du temps, on apprend vite avec ça. Le problème, c'est qu'on fait des généralités. Il y a toujours un pendant. Hein. Voilà. Ah bah tiens, juste, j'ai pas fait le pendant de la distorsion. La distorsion, c'est qu'on va, du coup, distordre une certaine réalité. Le cas typique, c'est un client vous dit je vous rappelle demain. Ok, on est demain, il ne rappelle pas. Ok. Oh, putain, je sais pas pourquoi il ne veut pas travailler avec moi, mais qu'est-ce qui se passe? On est en circuit court, hein, bien évidemment, et on est en train de distordre la réalité. Non, le gars, il n'a pas pensé, il a eu un problème. Enfin, il y a 77 raisons logiques qui font qu'il n'a pas passé le coup de téléphone. Alors, pas besoin de distordre la réalité. D'accord? Mais c'est ça, c'est une question de réalité. Et enfin, donc je reviens sur la généralisation. Le pendant de la généralisation, c'est justement de faire c'est les préjugés, c'est les stéréotypes, c'est toutes ces choses-là qu'on considère comme vraies, admises, qui peuvent alimenter ce qu'on voit derrière, hein, les croyances, les valeurs, et ainsi de suite, et qui sont, si on creuse un petit peu, complètement dénuées de sens. Les Arabes sont voleurs. Tous les Arabes sont des voleurs, exactement. C'est quoi métaprogramme? Ah, les métaprogrammes. Je peux me permettre, je vais vous montrer, ça je kiffe. C'est mon petit moment, c'est mon petit moment c'est mon petit plaisir du moment. Les métaprogrammes, nous les voyons ici. Attention, atterrissage dans 3 secondes. 2, 1, 0. Métaprogramme, c'est de la PNL pure. Là, on est sur de la PNL pure. Tiens, on va faire un petit jeu. Sophie, vu que tu as posé la question, est-ce que tu t'es acheté un truc récemment? Vraisemblablement, oui. Quoi? De la nourriture. Ah ouais, alors un truc un peu plus conséquent que la nourriture. Ouais, parce que la nourriture, c'est banal. Ah bah oui. Ou même pas matériel, hein, ça peut être un truc qui a de la valeur pour toi. La nourriture, vu comment tu l'as dit, c'est alimentaire, tu t'en fiches. Un truc qui a un peu d'importance. Un beau sac. Un beau sac. Déjà, tu vois, tu as mis le mot beau, c'est un peu orienté. Je prends. Pourquoi tu t'as acheté ce beau sac? Parce que j'aime beaucoup la maroquinerie. T'aimes beaucoup la maroquinerie et le sac. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait acheter ce sac du coup? Parce que je n'avais pas exactement comme ça. Ouais. Je trouvais qu'il manquait curieusement à ma panoplie. Voilà. Ok, parfait, merci. J'ai été chercher un métaprogramme chez Sophie. On en a 32 à peu près. D'accord? Et un métaprogramme de chez Sophie, c'est la directionnalité, donc un processus, donc le processus d'achat. Qu'est-ce qui t'a fait acheter ce sac? C'est que je ne l'avais pas. Donc, tu es. C'est peut-être pas le cas, hein, faudra peut-être poser d'autres questions, mais là je le fais pour l'exemple. Tu es en mode, tu es un métaprogramme en processus de directionnalité, s'éloigner d'eux. Tu t'éloignes du fait que tu ne l'es pas pour l'obtenir. Oui, faut le comprendre. Mais c'est intéressant, si tu étais réellement comme ça, je dis pas que tu es comme ça, d'accord? Je sais même pas si c'est bien ou pas bien. Parce que Ah, mais il n'y a pas de bien ou pas bien. Ah, si, alors il y a des modèles de réussite. Ah, on s'en fiche en fait. Il n'y a pas d'intérêt. C'est une construction mentale en fait. Mais par contre, quand je vais te proposer quelque chose, je sais pas moi, d'aller au resto. Revenons sur un truc un peu banal, l'alimentaire. Ok? Quand je vais te proposer d'aller au restaurant, connaissant ton métaprogramme de directionnalité, en sachant que tu es plus naturellement orienté vers le s'éloigner de plutôt que le aller vers, je vais te vendre le restaurant en disant on n'a rien à manger à la maison, ça franchement on pourrait aller au restaurant. Et ça aura plus de sens que si je te disais on va au restaurant parce que la carte elle est neuve là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. C'est le aller vers et s'éloigner d'eux, pour moi c'est un langage complètement. Ouais, c'est du pointu chez les pénalistes. Mais en fait, dis-toi que c'est un mode de fonctionnement interne en fait. c'est un mode de fonctionnement interne. Et quand on pose la question à une personne
pourquoi tu as fait ça. On va chercher le mode de fonctionnement. Soit j'ai fait ça pour m'éloigner d'un problème, soit j'ai fait ça pour obtenir quelque chose. Ok? Dans les deux cas, je m'éloigne de quelque chose et je vais vers quelque chose. D'accord? Et on va chercher plutôt le phénomène de causalité, enfin le phénomène de cause ou d'effet, qui va nous envoyer à un autre métaprogramme. Est-ce qu'on est plus orienté vers le passé, le présent ou le futur? Qui va nous envoyer à un autre métaprogramme. Est-ce que je suis plutôt en référentiel interne ou en référentiel externe? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque personnellement, moi j'accompagne des gens, je prends ça, pour chaque personne que j'accompagne, j'ai cette figure-là, et j'encadre en rouge les métaprogrammes qui sont à la base des croyances limitantes, et je m'efforce de les casser en 8 pour que ça devienne d'autres métaprogrammes avec des croyances ressources. C'est ma technique, après je dis pas, chacun la sienne. Voilà sur les métaprogrammes. De quoi? Non, j'adore. Et voilà. Hop, on continue. Par exemple, un autre métaprogramme. Pour noter 3 choses que vous inspire ce que vous voyez à l'écran. Enfin, pas qui vous inspire, mais ce que vous voyez à l'écran plutôt. Alors, pour faire ça, l'idée c'est de prendre un papier, un stylo. Attends, j'ai pas compris ce que tu veux. Voilà. Qu'est-ce que là, tu vois 3 choses, qu'est-ce que tu vois? Ouais, non, mais c'est pour ça que excuse-moi, j'ai rectifié. C'est 3 choses que vous voyez. De manière concrète. Voilà, vous voyez quoi? 3. Ça, c'est pour révéler un autre métaprogramme. C'est bon? C'est facile, hein? En plus, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Stéphanie, t'as vu quoi toi? On voit un rond, Ah bah tiens. une pièce et un chiffre. T'as vu un rond. T'as vu un rond? Ah, t'as vu 2 ronds. Ah, ok. Et t'as vu... Je peux avoir la balle, s'il te plaît, Maxime? Merci. Donc, t'as vu 2 ronds. 2 ronds, 2 pièces. Ouais. Et un chiffre. Et un chiffre. Alors, 2 ronds, similitude. 2 pièces, similitude. Et un chiffre, et pas l'autre. Non-similitude. D'accord? Mais l'exercice, pour le vulgariser, toujours pareil, il y en a eu 2 où il était en similitude et 1 où il n'était pas en similitude. Et c'est ce qu'on appelle une matcheuse. Dit autrement, hop, toujours dans le processus de réflexion, soit je suis en accord, soit je suis en désaccord, soit je match, soit je dismatch, soit je remarque les ressemblances, soit je remarque les divergences. Ok? Match, je remarque les ressemblances. Mismatch, je remarque les divergences. Et dans le mismatch, on va le comparer, soit ça ressemble à, soit c'est différent de. C'est encore une sous-catégorie du métaprogramme. Mais ça, c'est un détail, on s'en fout. Mais c'est intéressant, voilà, à travers ce petit questionnaire, d'arriver à comprendre comment la personne, elle pense. Parce que c'est le chemin le plus facile, parce que c'est son chemin qu'elle a construit, elle est en autoroute neuronale de penser comme ça. Du coup, vu qu'elle a une autoroute neuronale dans cette façon de penser-là, c'est important pour nous, accompagnants, de le capter, ça, pour lui faciliter sa transformation. C'est d'autant plus efficace qu'on ne s'en rend pas compte. C'est Oui. juste que ça fonctionne super bien. Quoi. C'est ça. Voilà, c'était ça. Hop. On était... non, on était là. On était en train de faire le tour du cerveau. Hop. Ah non, Jérémy, tu bugs ici. Donc, hop. Voilà. Donc, sélection, distorsion, généralisation et tout ça. Un peu comme dans des dossiers d'ordinateur. On va remplir les dossiers. D'accord? Et ça va créer ce qu'on appelle nos représentations internes. Nos pensées, finalement. Et ces représentations internes vont avoir un impact sur notre état interne.
état interne, nos émotions. Et cet état interne est direct. Alors vous voyez que c'est à partir de là, tout est bidirectionnel. C'est-à-dire que les flèches vont aller dans les deux sens. Et ça, c'est important. Notamment l'impact de la physiologie. Quand ça ne va pas, et ça arrive souvent, trop à mon sens, mais bon, quand ça ne va pas, je vais vous faire un pédagogie inversée, ce sera plus simple. Si vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît. Vous allez vivre une petite expérience, toute simple. Je vous demande juste de bien être debout, que et uniquement sur vos pieds, donc on ne cède pas d'autre chose, et de vous concentrer uniquement au son de ma voix, à ce que je vous dis, et voilà. Vous pouvez même garder les yeux. Je vais vous demander de fixer un point au sol, ou pour ceux qui sont à côté de la table, sur la table. Voilà, quelque chose de naturel. Vous baissez la tête, paf, et là il y a un truc qui vous saute aux yeux, vous le fixez. Et vous le fixez bien tout au long de cette petite séance. Et pendant que vous fixez ce point au sol, vous allez en même temps fermer la mâchoire et serrer d'ailleurs votre mâchoire. Pendant que vous serrez votre mâchoire, vous pouvez même froncer vos sourcils. Et pendant même que vous froncez vos sourcils, vous pouvez commencer à avoir une respiration forte et courte, de façon même à ce qu'on puisse l'entendre. Voilà. Mais forte et très courte, un peu en mode essoufflé, voilà. Restez dans cet état-là, fixez ce point, mâchoire fermée, sourcils froncés, excusez-moi. On va même y mettre les épaules en dedans, un petit peu, voilà, un petit peu tombantes. Restez dans cet état-là, et en restant dans cet état-là, je vais vous demander d'être malheureux, d'être heureux, pardon, excusez-moi. Revenez, ici et maintenant. Merci. Est-ce que ça a été facile pour vous d'être heureux? Non. Ça fait réfléchir. Ça vient pas. Hein? Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, je sais pas, pardon. Je sais pas, moi j'ai envie de rire, j'ai eu envie de rire dès le début, donc Là, je suis pas rentré dans le truc. D'accord, ok. Et toi, Maxime? C'était dur. Ok. Pourquoi? Parce que physiologiquement parlant, on a activé tout ce qui est lié à l'angoisse, au stress, à l'anxiété, et ainsi de suite. D'accord? Et donc, inversement, c'est pareil. J'aurais dit, regardez au plafond, souriez, gardez la bouche ouverte, prenez une respiration longue et profonde, et je vous aurais demandé d'être malheureux, et ben vous n'aurez pas pu y arriver non plus. Donc, quand ça ne va pas, Il faut sourire. exactement. On met 18,5 secondes à changer totalement d'un état 1 à un état 0. C'est que dalle. Se forcer à rire aussi. Ouais, Se forcer à rire. La rigolothérapie, ça marche très bien. Le yoga du rire, ça marche très très bien. Mais vous êtes dans votre bagnole, dans votre maison, devant votre ordinateur. Il n'y a pas besoin de faire des séances approfondies de ça. Vous souriez bêtement au début. Ça, c'est les 10 premières secondes. C'est bizarre, ok. Mais après, ça va alimenter votre sérotonine, ça va alimenter votre acétylcholine, ça va alimenter peut-être même un peu de dopamine si ça fait longtemps que vous n'en avez pas eu. Et ça vous change le reste de votre journée. D'accord? Je le fais souvent, c'est peut-être pour ça que j'ai le réflexe de venir dans mon site. Peut-être. Peut-être. Tu es dans la voiture avec quelqu'un façon de poisson et puis la glou. Ouais. Ouais. Mais la physiologie est super importante, d'accord? Et ça, c'est pour ça que c'est une double flèche, ça va dans les deux sens. Soit vous avez un état interne et ça va pas, et ça se ressent sur votre corps. Vous êtes comme ça, hein. Soit vous êtes comme ça parce que naturellement vous avez grandi comme ça, peut-être même, enfin voilà, ou qu'il y a un problème. Et le fait juste de lever ça, de lever les yeux, de sourire à la vie et ainsi de suite, rien que ça vous change votre état interne. Parce que votre cerveau il se dit, ah mais attends, là je suis plus en mode je fais la gueule, je suis en mode bien, il fait tout ce qu'il faut pour que ce soit bien. C'est certainement. Et moi j'ai un exemple, j'ai à côté de la fenêtre de la chambre, j'ai un arbre plein d'oiseaux. Le matin, j'ai jamais fait attention. Et du jour où je suis plus allé travailler à la dépêche, mais dès le lendemain, je l'ai remarqué avant de me lever. J'ai dit à mon mari, mais t'as entendu les oiseaux ce matin? Il dit bah ouais, tous les matins.
Et bien maintenant, je m'oblige à les écouter, pas seulement à les entendre, et ça me fait un bien. Ah ouais, parce qu'en plus il y a un ancrage derrière, donc Oui, oui, c'est ça. c'est très bien ça. Alors que ça fait 25 ans qu'on Ouais. a les mêmes oiseaux, mais même avant. Ouais, avec des autres, oui bien sûr. J'avais fait attention, Bien je me sûr. levais, il fallait aller bosser. C'est notre paradigme, c'est une Voilà, autre vie. Ça me fait du bien pour la journée. Tu as fait ce qu'on appelle une exploration. Tu as élargi ta zone de confort à aller découvrir autre chose. Et cette autre chose t'enrichit. C'est super. Et prendre le temps, et en fait tout ce qui va Exactement. de positif. Exactement. Mm. Un truc tout con de coach, quand j'accompagne donc moi j'accompagne principalement des cadres dirigeants. Et j'avais donc une chef d'entreprise qui était un petit peu en deçà, là, comme ça. Un peu comme ce qu'on a fait, l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Et un truc, ça coûte à peu près 0,005 centimes. J'ai pris un post-it, j'ai mis un smiley dessus et je l'ai mis en haut à droite dans son bureau, sur la fenêtre. Et bien, quand elle le regarde, ça va mieux. Donc, ça c'est important. Toute cette physiologie peut vous aider, c'est un véritable atout. Le sourire, tout ça, c'est bon pour vous. Et donc ça va avoir un impact sur votre état interne, et cet état interne va avoir directement un impact sur votre comportement. Et là, on va faire une pause, parce que pour tous ceux qui sont stressés de la réussite et du résultat, et ça, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est prédominant, je dirais. On va s'arrêter 30 secondes sur ce truc-là. Un événement, donc quelque chose qui fait partie de votre réalité, mais qui n'est pas... Alors ça peut être lié à ce que vous avez fait, à 100%, ou pas du tout à 0%. Ça fait partie de votre événement. Vous vous levez le matin, je sais pas moi, le garage vient de s'effondrer. D'accord ? 0%. Vous vous levez le matin et on vous appelle parce que vous avez laissé un message. Du coup, l'événement est lié à ce que vous avez fait, donc là, on est plutôt sur 80-100%. Vous voyez un petit peu le truc ? Ok. L'événement plus votre attitude va conditionner votre résultat. Dit autrement, alors je fais un raccourci, mais c'est tellement ça. En fait, l'événement, imaginons, voilà, un événement qui vous arrive, vous n'avez rien demandé, mais ça vous arrive sur le coin de la figure. Et même si vous n'avez rien demandé, vous dites ok, je vais tout donner, je vais vraiment me mettre à fond dans ce dossier-là pour que le résultat soit au top. Donc vous êtes à 100%. Bah, le fait que déjà l'événement soit 0, il y a une chance sur 2 pour que le résultat soit positif. Le résultat ne vous appartient pas. Quand bien même, vous avez un événement à 100%. Je sais pas moi, il n'y a plus qu'à faire signer le client pour qu'il passe commande. Donc l'événement est plutôt positif, 100% et tout. Mais vous dites, oh, je le verrai demain ou après-demain, je m'en fous, puis j'ai pas envie de travailler avec lui, vous n'avez pas l'attitude qui va bien. Passez à 0%. Okay, bah, le résultat, il ne sera pas bon. Okay, pour vous retrouver dans un contexte où l'événement est à 100% et l'attitude à 100%, c'est très rare. C'est l'alignement des planètes, enfin, c'est le truc, voilà, impossible. Okay, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le résultat ne vous appartient pas. Vous pourrez tout donner, tout. Ça peut faire chou blanc. Et là, dans ce cas-là, moi je dis, pour résumer, certains vont vous dire oui, certains vont vous dire non, peu importe, suivant. Next. Exactement. Ça n'empêche pas qu'il faut célébrer quand ça arrive, que c'est agréable, il faut faire preuve de gratitude et vraiment apprécier le moment. Mais quand ça ne va pas, ben, soit on fait le poisson rouge dans son bocal, circuit court et on rumine, soit circuit long, on apprend quelque chose de la situation. Qu'est-ce que j'apprends de ça? En fait, il y a deux résultats. Oui, et après il y a le feedback. Mais je viens juste après. Ah ouais. Et le feedback me permet de m'enrichir et de dire tiens, ben, je vais au fur et à mesure augmenter mon attitude finalement. Mais quand bien même à 100%, le résultat ne vous appartiendra jamais.
Et sachez que vous n'avez pas, et même si aujourd'hui la société vous oblige à être contraint en obligation, ça c'est le truc que tout le monde entend, obligation de résultat, ok? C'est parce que c'est conventionnel de parler comme ça, vous n'avez qu'une obligation de moyens. Ok avec ça? Donc soyez à l'aise avec ça. Parce que plus vous mettez la barre haute, surtout pour les perfectionnistes, surtout tous ceux pour qui l'échec est comment dire, un problème, d'accord? C'est Mandela qui disait soit on gagne, soit on apprend. Donc on finit par gagner. Donc l'échec c'est bien. Donc là c'est là-bas, ouais, c'est un des fondamentaux, hein, c'est-à-dire que grâce au résultat, on va s'enrichir, d'accord? Et pour vous montrer un petit peu ce truc-là, si par exemple, qui sait bien faire les omelettes chez parmi vous là? Celui qui, ouais, les omelettes, ouais, paf, tu vois, naturellement, Sophie a levé la main. Donc, Moi je trouve que oui, mais on me dit que non, alors je sais pas. voilà, donc inhibé. Non mais tu vois, un peu inhibé, ton état interne, un peu inhibé, Moi j'ai d'accord? Non, mais après, ça Mais dépend bon, comment on pas les de là à le dire aux autres si on pose la question. D'accord? Sophie, par contre, a levé la main et dit moi, je fais très bien les omelettes. Ok. Pourquoi tu te dis que tu fais bien les omelettes? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que j'en fais souvent, je les trouve bonnes, j'ai toujours des idées pour mettre dedans. Parfait. Donc, en fait, le résultat qui te fait avoir une pensée positive, c'est ton expérience positive. D'accord? Ton expérience positive te fait dire moi, les omelettes, c'est bon, je kiffe. En plus, ça te met, quand tu vas faire des omelettes, ça te met en bon état parce qu'à ce moment-là, tu vas faire preuve de confiance en toi. Ok? Et si, imaginons, je sais pas moi, si imaginons, tu avais prévu une omelette pour 4 et finalement ça sonne à la maison, on passe de 4 à 10. Ça ira. L'état interne amène une stratégie parce qu'elle va pouvoir faire de la créativité derrière ça. Ce qui lui amène en matière de stratégie, de la stratégie au résultat, elle est passée par un comportement positif, d'accord, qui va alimenter le résultat positif, son expérience positive, et qui va gentiment rentrer dans un cercle vertueux. Ok? L'exemple inverse. Sophie, toi qui fais super bien les omelettes, je vais te demander de faire une charlotte aux fraises. Excellent exemple. Ça m'est jamais arrivé que les deux sachent bien, enfin la même personne sache bien faire les deux, donc je le tente. Donc charlotte aux fraises, comment ça se passe? Bah, Voilà, vous voyez comme non, mais physiquement, physiologiquement parlant, vous voyez un peu le truc, ok? Pourquoi galère? Et c'est en fait le même cheminement. Voilà. On a la recette. Voilà. rien se connaît. Voilà. Alors, c'est bien, c'est un cas d'école, Sophie. Elle le fait très très bien. Mais c'est exactement ça. Elle n'a pas d'expérience, donc qu'est-ce qui se passe? Bah, elle est dans le doute. Dans le doute, donc marmiton et tout le bordel, mais bon, c'est pas sympa. Et puis on lui dit finalement, tu devais faire une charlotte aux fraises, mais ce serait bien que tu rajoutes des trucs dedans, puisque moi je suis allergique à ça. Et tout. Oh, vous me prenez la tête là, c'est bon, j'arrête la charlotte aux fraises. Qu'est-ce qui va se passer là? Elle va. Je vais faire une omelette. Moi je sais faire les omelettes. Qu'est-ce qui se passe là? En matière en matière de stratégie, bah, tout à l'heure elle était dans la créativité, là elle est dans l'inhibition. Elle dit attends, c'est bon, stop, c'est trop compliqué pour moi. Ok? Et du coup, comportement négatif va et spirale infernale. Ok?